Alors maintenant, on va basculer du côté des champions. Hop. Si on peut... T'étais un coach. Et pour découvrir le champion qui va nous accompagner, ça ne marche pas par contre. Si vous l'avez, ok. C'est parti. Je vais le dire de couilles, je crois qu'aujourd'hui, il y en avait beaucoup. Décalage extérieur, Papé, Pascal Papé tout seul, au Stade de France, il marque. Alors que Papé et Josion ont quelques explications à partir de manivelle. Alors, vous l'avez vu, il mesure 1m95, il fait 122 kg. Il a été 14 fois le capitaine du 15 de France. Il a aussi œuvré pour le Stade français à un très très bon niveau, comme vous pouvez vous en douter avec cette carrière. Il a aujourd'hui accepté d'être votre parrain. Et donc, je vous demande d'accueillir Monsieur Pascal Papé. Alors, merci Pascal d'être parmi nous déjà. Tu veux pousser? Oui, je suis toute petite par rapport à toi, mais bon. Déjà, merci de te joindre à nous et surtout merci d'être le parrain de cette belle promo. L'an dernier, on avait comme parrain un navigateur et aujourd'hui, on va tenter de faire la comparaison avec toi, champion de rugby, et avec le métier d'agent. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là, merci. Voilà, ça va me faire plaisir d'échanger, de faire un petit, voilà, de vous parler de mon expérience, un petit rapport d'expérience, et puis voir comment on peut, quelle passerelle on peut mettre entre le monde de l'entreprise et celui du sport de haut niveau. Donc il y en a quelques-unes, donc on va se régaler. Alors t'inquiète pas, tu vas pas être tout seul parce que on a dit qu'on allait basculer du côté des champions. Alors tout à l'heure, on en avait 2 sur la scène. On s'est dit il y a un peu trop de rugby parce qu'avec Pascal, on s'est dit on va prendre plutôt le deuxième. Benjamin Proux, également champion, lui d'une autre discipline, puisqu'il est triathlète à ses heures perdues. Ouais, pour la petite blague, la dernière fois on avait pris une photo, c'était assez fou. Tiens. Alors, je vais commencer par Benjamin parce que lui, il est agent, triathlète, il fait des Ironman. Moi, avant de le connaître, l'Ironman, c'était l'Avenger, quoi. Donc, je connaissais pas. En tous les cas, comment tu arrives à mettre ça en une journée, toi? T'éloigne pas, viens avec nous. Non, on en a...
Vas-y, approche-toi. Donc il m'a dit qu'il faisait le double de mon poids, ce qui est vrai. Actuellement, tu as un poids de forme, tu n'es pas à 122. Sans la TVA, si. Ah, sans la TVA. Non, blague à part. On va être très très simple. Je ne suis pas un champion. C'est vrai, et j'ai horreur, et c'est vrai que c'est très compliqué pour moi de faire ce que je vais faire là, c'est de parler de moi. Mais voilà, certes, il fallait trouver quelqu'un, on s'est tombé sur moi malheureusement. Je fais effectivement l'Ironman, qui est un sport comme un autre, comme le rugby, et qui demande un petit peu de temps, qui demande un petit peu d'organisation, et je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Mais on en avait discuté, puisque Pascal Papé avait la gentillesse de venir nous voir il y a quelques semaines à la Fédé. C'est une question d'entraînement, c'est une question d'organisation, de vie, et puis voilà, on a tous une passion, et la mienne c'est l'Ironman, voilà, c'est comme ça. Bon alors, 1m75, 68 kg, contre 1m95, 122 kg. On va tenter de faire la comparaison ou voir les similitudes, pas que la troisième mi-temps j'espère, en tous les cas on va voir ça. On va commencer par la construction. Non, comme vous voulez. Non, t'es jeune, dynamique, si tu veux t'asseoir, tu peux rester debout. Non, c'était pour lui, pour qu'il soit au niveau. Pour les photos, peut-être. Ouais, oui. Peut-être, c'est mieux. Donc on va commencer par la construction, parce que ces nouveaux agents, ils ont dû se construire. Pascal, comment tu as réussi à construire un esprit de champion à tes tout débuts? Comment j'ai réussi? Alors déjà, c'est depuis petit, je pense, vraiment, parce que je suis rentré à l'école de rugby très jeune, à l'âge de 5 ans, parce qu'a priori, j'étais déjà insupportable à la maison, donc mon père m'a dit, allez, toi, on va te mettre à l'école de rugby qu'on appelle l'école de la vie aussi, hein, qui est une école incroyable pour apprendre la vie, apprendre à respecter les gens, la règle, l'arbitre, les adversaires, puisque c'est un sport de combat, il faut dominer toujours l'adversaire, mais la première chose qu'on nous apprend, c'est que la priorité, c'est de le respecter. Donc c'est pour ça qu'on a inventé après la troisième mi-temps pour aller boire des bières avec lui, etc. etc. Donc non, ça s'est façonné vraiment au fur et à mesure de ma carrière. J'ai compris, on m'a dit aussi, parce que comme Nicolas, ouais, j'ai eu des gens aussi importants dans ma carrière qui m'ont fait comprendre que j'avais des aptitudes et j'avais le tempérament et le caractère pour réussir. Et puis ça s'est fait naturellement, avec beaucoup de travail, beaucoup de détermination, beaucoup de motivation. Et puis ça s'est fait aussi avec des échecs. Voilà, parce qu'il n'y a pas que de la réussite quand on arrive à atteindre ses objectifs. Il y a beaucoup d'échecs. Et après, l'idée, c'est de bien pouvoir rebondir, bien les analyser, et puis après mettre les bouchées doubles pour réussir. Donc moi, vraiment, en étant très honnête, ça s'est fait vraiment de manière linéaire. Et puis après, voilà, je pense que mon passé, ma vie a fait que j'avais peut-être un mental à un moment donné plus supérieur à certains pour réussir. Merci Pascal. Alors Benjamin, toi, tu as commencé le métier d'agent tout petit, à 27 ans? Je suis resté petit, ouais. Je te remercie. J'ai rien dit. 27 ans, donc ça fait 16 ans que tu es agent. Comment tu as construit ton esprit d'entrepreneur? Je crois qu'on en avait discuté avec Pascal. En fait, ce qu'il faut que vous reteniez quand même en introduction, c'est qu'il y a beaucoup plus de doutes que de certitudes. Et c'est vrai parce qu'on a toujours comme ça cette impression au départ que c'est facile et que les choses se font très 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 naturellement, mais sur les 365 jours, il y a peut-être 360 jours de doute et 5 jours de certitude. Et je crois que c'est un petit peu ça, peut-être ce qui fait... Alors Pascal Papé est un champion, je ne me considère pas du tout de ce côté-là, mais plutôt côté agent, c'est vrai qu'on a toujours cette impression avec mes collègues quand on en discute, que voilà, toi tu as réussi parce que je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, c'est linéaire. Voilà. Et cette impression de facilité est à 99% difficile pour nous. Et, moi je m'intègre, puisque tous les jours je doute,
Et encore là, aujourd'hui, vous le voyez, je doute énormément. Mais c'est vrai que, et je pense que le mental et cette abnégation et cette, je pense qu'il en faut un petit peu, cette force de mental fait qu'on peut parvenir à passer les étapes. On en reparlera. Alors, on a bâti un esprit, on se lance dans la compétition. Comment on fait? Parce que le rugby est quand même un sport collectif. On met sa performance au service d'un collectif. Comment on rentre dans la compétition? Déjà, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que c'est un sport, comme tu l'as dit, le rugby est un sport collectif où on a besoin de 15 joueurs performants sur le terrain pour arriver à ces objectifs qui est de gagner le match, par exemple. Et après, individuellement, on a tous un challenge élevé, c'est d'être meilleur que son adversaire direct. Donc voilà, l'idée, c'est de toujours être performant au service de l'équipe parce qu'à un moment donné, c'est comme une chaîne. Si moi je ne suis pas performant dans mon rôle et que je ne domine pas l'adversaire direct que j'ai, c'est l'équipe qui va en pâtir de ma performance et il n'y aura pas tout au bout pour gagner le match. Donc voilà, effectivement c'est un petit peu différent puisqu'on a besoin d'avoir la totalité des joueurs performants pour vraiment arriver à ce qu'on veut. Et donc après il y a quand même une préparation qui est très individuelle parce qu'encore une fois il y a aussi cette pression de se dire si moi je ne suis pas à la hauteur, le jour J, c'est pas moi individuellement qui vais, oui, je vais souffrir, mais c'est l'équipe qui va être dominée. Donc voilà, c'est aussi une pression supplémentaire de se dire que voilà, finalement ma pierre, elle compte autant que celle des autres sur l'édifice de la victoire. Et donc voilà. Quand on voit les images tout à l'heure de ta vidéo et qu'on vous voit, parce que tout le monde, je pense, se souvient de ce match face aux Blacks, quand ils font le haka devant vous. Quand tu te lances, ça doit être fou dans ta tête, ça doit partir dans tous les sens. Oui, bien sûr, mais après, c'est des moments c'est des objectifs qu'on prépare depuis longtemps. C'est-à-dire que là, sur ce match-là, c'est 4 ans de travail pour arriver là, à ce moment-là, à cette finale-là, en Nouvelle-Zélande contre les Blacks en plus, à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est 4 ans de travail, 4 ans où on a douté, comme tu disais tout à l'heure, où on a aussi performé, on a réussi, on a atteint des choses, on a passé des steps supplémentaires pour continuer à progresser. Et là, on est au moment où finalement c'est le plus important de sa carrière. Et donc voilà, après, qu'est-ce qui fait la différence finalement? C'est le détail après dans sa préparation, parce que sur le très haut niveau, dans le sport de très haut niveau, notamment dans le rugby, la différence, elle se fait vraiment sur le détail. On n'a que des joueurs de très bon niveau. Et donc la différence, c'est sur le détail et c'est souvent sur ce qu'on nous on appelle l'entraînement invisible. Voilà, comment on va individuellement se préparer hors terrain, hors musculation. Comment moi je vais être meilleur dans ma récupération, meilleur dans ma nutrition, meilleur dans l'approche de mon métier qui est le rugby que mes adversaires. Et ça, tout ça, cet entraînement qui est invisible parce qu'il n'est pas travaillé collectivement ou il n'est pas travaillé vraiment sur le terrain ou en salle de muscu, ça fait souvent la différence. Et on parlait tout à l'heure de Wilkinson, c'est exactement l'exemple en fait. C'est lui, dans l'entraînement invisible et dans sa préparation, c'était le meilleur parce que voilà, déjà il se connaissait, ça c'est sûr, et que c'était le meilleur dans le détail et dans la précision. Et alors tu as aussi coaché les jeunes de l'équipe de France de rugby. Comment tu arrives là aussi quand ils se lancent? Qu'est-ce que tu leur dis? Quels sont tes bons conseils entre guillemets sur le lancement? Déjà la force que je peux avoir ou que les anciens joueurs coachs peuvent avoir aussi, c'est qu'on est passé par là, on est passé par des centres de formation, on connaît un petit peu ce parcours, on connaît aussi ces moments de doute qu'on peut avoir parce que quand on est dans un centre de formation, on est encore jeune, on n'est pas forcément formé encore, je ne parle pas de physique, mais on n'est pas forcément encore formé dans sa personnalité. Donc l'idée, c'est d'apporter déjà beaucoup de confiance, beaucoup de communication, beaucoup de dialogue, et après, c'est faire prendre conscience aux jeunes de qui ils sont et des qualités qu'ils ont. Voilà. Moi, j'ai jamais dit à un jeune, tu seras pro. Tu seras pro, on va se taper dans la main, dans 3 ans, tu es pro. Je lui ai toujours dit... avec moi, je vais t'emmener à ton meilleur niveau. Voilà, son meilleur niveau, il y a beaucoup de spéculations chez les jeunes. Son meilleur niveau, je ne le connaissais pas. Par contre, le potentiel, je le connaissais. Maintenant, ce n'est pas moi qui avais les clés. Moi,
j'avais plein d'outils pour le faire travailler. Maintenant, c'est lui qui avait les clés, c'est lui qui allait m'amener vers son plus haut niveau. Et donc forcément, souvent, il y en a qui réussissent et on arrive à des jeunes qui jouent en équipe de France ou en top 14 ou qui réussissent, et puis d'autres qui atteignent leur meilleur niveau. Ça ne veut pas dire qu'ils vont jouer en top 14, mais peut-être plus en Pro D2 ou en National. Mais au moins, on les a aidés à aller vers leur plus haut niveau. Et évidemment, je ne parlerai pas de l'aspect pédagogique qui, pour nous, est le plus important, parce que là, on se tape dans la main avec le joueur, on lui dit, là, tu auras ton examen ou tu auras ton diplôme à la fin du parcours. Alors Benjamin, toi, tu es quand même un champion. Tu as toujours été dans le top 10 des agents Swiss Life. C'est quand même pas mal. Ouais. Il y en a qui aimeraient bien prendre ta place. Et toi, alors, côté lancement, côté... Le parallèle est tout fait, c'est-à-dire qu'on se crée jour après jour. Après, je pense que comme dans tout métier ou dans toute passion, il faut justement qu'il y ait de la passion, il faut qu'il y ait de l'envie. On n'est pas voué à devenir agent général d'assurance lorsqu'on est, je crois pas. Après, ça se fait naturellement. Je pense que si on force les choses, et si effectivement, comme on a vu avec Nicolas, si on se force à chaque fois, ça se sent, et comme nous, on a un contact client qui est quand même assez important, les clients le ressentent. Et je pense qu'au fil des mois et des années, c'est comme ça que ça se construit. Alors moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au feeling. Ça peut jouer beaucoup de tours, mais j'ai la chance d'avoir un sixième sens qui fait que avec le client, ça match ou ça matche pas tout de suite. Donc peut-être que on se crée comme ça, et après on essaye de faire vivre sa petite entreprise. Alors toi, tu l'as dit Pascal tout à l'heure, il y a parfois des doutes, des peurs. Comment on arrive à faire la part des choses ? C'est ce qui fait la différence aussi entre les grands sportifs. C'est celui qui appréhende le mieux tout ça. C'est-à-dire que quand on parle de peur, on parle d'émotion, on parle de gérer ses émotions. Les contextes que l'on peut vivre dans les compétitions ou dans les saisons vont générer ces émotions. La différence entre le niveau des joueurs et les très bons, c'est ceux qui gèrent le mieux leurs émotions. Donc forcément, quand on se connaît, et là je reviens encore sur ce que disait Nicolas tout à l'heure, quand on se connaît, quand on connaît ses émotions, quand on connaît sa réaction aussi, quand on vient stimuler une émotion, forcément on la maîtrise mieux après. Nous dans le rugby, on arrive à entraîner, on entraîne, on vient générer des émotions pour mieux les maîtriser après en live, en match. Donc ça peut être avec des worst case scénarios où on va vraiment venir par exemple frustrer les joueurs ou leur donner un contexte vraiment difficile avec un temps très limité. Donc on va venir créer quelque chose où ils ne seront pas dans un confort, où ils vont être en difficulté. Ça va créer des émotions qui sont collectives aussi. Donc forcément après, même si ce n'est qu'à l'entraînement, et que c'est bien moins fort que quand on est dans un contexte de match avec tout ce qui se passe autour, malgré tout ils connaissent ces émotions. Et du coup on les maîtrise beaucoup mieux. Voilà, c'est l'aspect collectif qu'on peut le travailler aussi individuellement, et après c'est toute la partie encore sur l'entraînement invisible qu'on va pouvoir travailler avec des tierces personnes qui sont là, qui ne sont pas forcément de la partie sportive, comme des psychos du sport ou des prépas mentaux. On va venir vraiment se donner des billes pour avoir finalement des réactions qui sont positives en cas de stress ou d'émotions qui nous sortent un petit peu de notre performance. Et toi, Benjamin, il y a des coups durs qui peuvent arriver en agence. Alors, ils ne le savent peut-être pas encore, mais des fois, il y a des stratégies de compagnie qui peuvent changer, qui peuvent nous faire perdre pied. Comment on fait ? Comment on fait ? Vous sauvez pas déjà ? Vous sauvez pas déjà. Moi, le sport m'a beaucoup aidé. J'ai toujours fait un petit peu de sport. Alors, je dis pas qu'il faut faire que du sport pour y arriver, mais ce que tu as dit, Pascal, c'est très important. C'est-à-dire que se connaître soi, je pense que ça nous permet justement de pallier à nos doutes et à ce stress permanent, puisqu'on est quand même dans un métier
Et si je veux revenir aux fondamentaux de notre journée, qui est quand même très oppressant, très stressant, très difficile à vivre au quotidien. Et moi, j'ai réussi à me connaître grâce au sport. Grâce au sport, enfin je dis grâce ou à cause, hein, ça dépend comment on voit les choses, puisque c'est quand même un sport, notamment l'Ironman, qui demande un petit peu de temps et d'énergie. Et au fil des mois et des années, c'est vrai que ce stress, ces doutes, vous savez, quand vous courez, et moi je suis plutôt un aérien, quand je cours d'une manière assez aérienne, je remets mes idées en place et les choses deviennent beaucoup plus simples. Par exemple, très schématiquement, hier après-midi, j'avais une journée un petit peu difficile. Je me suis envoyé une grosse séance très dure, et je peux vous assurer qu'une heure et demie après, voilà, tout était dans l'ordre. Donc voilà, je dis pas que après c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on y arrive, mais c'est vrai que ça a été toujours un élément maintenant qui fait partie de ma vie, qui fait partie du prisme travail, famille et sport, voilà, qui permet de se connaître. Et on en revient toujours à la même chose, hein. Si on se connaît soi-même, on arrivera à avancer. Il peut y avoir un sentiment de solitude parfois aussi. Ah bah toujours. Alors, on parlait tout à l'heure des agents A2P, mais qui eux n'ont pas les collaborateurs à leur côté. Toi tu as le sport, mais tu as aussi tes collaborateurs. Après, le prisme, il s'est intégré avec, et c'est pas parce que je suis ici président adjoint d'AGA, mais c'est vrai que les collègues et le fait d'avoir le soutien des collègues et de l'organisation professionnelle qui était Suisse AGA et maintenant AGA, fait que ça nous sort de cette solitude. Et peut-être que Pascal nous en dira un petit mot sur l'histoire de la solitude, mais c'est vrai qu'on a un métier qui est extrêmement difficile puisqu'on est tout seul, confronté à notre agence. On avait l'année dernière Quito de Pavan, notre navigateur, qui faisait vraiment ce travers intéressant. Voilà, on est tout seul à la barre et on doit aller d'un point A à un point B et on peut y aller d'une certaine de X manières différentes. Et c'est vraiment ça. Et notre quotidien, il est extrêmement compliqué parce que quand j'ouvre la boutique, je peux aller faire du rugby, je peux aller faire du tennis ou je peux travailler. Donc voilà, il faut trouver justement ce juste milieu et l'aide vraiment des collègues, et je le dis vraiment très naturellement, a fait que voilà, il y a une certaine émulsion, il y a un apport, c'est-à-dire que discuter avec des collègues, c'est toujours intéressant. Je pense que chacun d'entre nous aujourd'hui, on retirera quelque chose. Et voilà, petit à petit, comme ça nous permet de sortir un petit peu la tête de l'eau. Alors, je vais basculer vers la relance. Pascal, toi, pour la relance, je pense souvent à la blessure qui peut arriver. Là, il y a un sentiment d'isolement qui doit être très fort, en effet, pour rebondir avec ce qu'on disait juste avant. Comment tu te relances après une blessure, un arrêt comme ça, un peu brutal ? C'est très dur, c'est peut-être c'est peut-être le plus compliqué dans une carrière, c'est la blessure qui dure pas... Qui dure longtemps, hein, pas la blessure qui dure 15 jours, 3 semaines, c'est rien, ça fait partie, on va dire, de notre métier, mais celle qui est longue durée, c'est la plus dure. C'est la plus dure parce qu'en fait, on va passer en fait d'un mode où on vit des émotions, je reviens là-dessus parce que pour moi c'est important, où on est sous pression, on a des objectifs, on a des matchs tous les week-ends, on a des entraînements où il faut être performant pour gagner sa place pour jouer le week-end. Donc on vit des émotions, on génère des choses, on est vraiment en pleine ébullition et du jour au lendemain sur un geste, un coup, une torsion, on va perdre tout ça. Et après on a ce besoin d'appartenance, qu'on a quand on est dans un sport collectif, ce besoin d'appartenance qui va disparaître parce qu'on va se retrouver tout seul pendant 6-8 mois, ça dépend la blessure. Et c'est là où c'est souvent le plus dur, c'est qu'on remet tout en question. Le sportif, ça ce n'est que mon avis, est un être qui est en déprime permanente parce que c'est pas normal de vivre des émotions tous les week-ends qui sont soit des émotions de fou parce qu'on joue un titre, on gagne un sentiment de joie, de fierté, etc. Et puis le week-end d'après, on en prend 40, sentiment de honte, on a envie de s'enterrer plus bas que terre, etc. C'est pas normal, donc on vit des choses qui sont pas forcément logiques, et donc tout ça amène que parfois on a besoin de tout ça pour
pour être en fait bien. Et c'est voilà, la blessure, et encore une fois, là je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui va faire encore la différence entre les joueurs. Ceux qui appréhendent le mieux cet échec, parce que la blessure est un échec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je me suis blessé, c'est que j'ai pas été bon dans mon entraînement, j'ai pas été bon dans ma préparation, dans ma préhab, dans mon entraînement invisible, etc. Il y a un détail qui n'a pas fonctionné. Ça peut être un accident, mais voilà, c'est souvent analysé comme ça quand même. Et donc, ceux qui sont les meilleurs sont ceux qui vont trouver ces ressources dans l'échec en se disant, ok, là j'ai 6 mois d'arrêt, il faut que ces 6 mois-là, il faut que ça soit du temps de gagner pour autre chose. Et se projeter, voilà, se projeter toujours. Ok, c'est dur, hein, franchement c'est dur. Moi, les premières longues blessures que j'ai eues, c'était très dur. Franchement, on a besoin d'aide, vraiment, je le dis. Et comme je pense aussi dans d'autres sports, la projection, c'est celle qui va nous amener toujours vers... je me projette vers l'avenir. Dans 6 mois, je suis plus blessé. Dans 6 mois, je suis un autre joueur. Dans 6 mois, je suis un meilleur joueur. Dans 6 mois, mon genou sera plus fort qu'avant. Dans 6 mois, je vais devenir un leader de l'équipe. Dans 6 mois, voilà, c'est vraiment la projection qu'on peut avoir sur le retour. Sur son retour, en fait. L'idée, c'est de préparer, de se projeter sur un retour gagnant. Et donc, voilà, on parle souvent de rebond. Voilà, les joueurs qui sont meilleurs que les autres, ceux qui réussissent à passer ces étapes-là, sont ceux qui sont en tout cas qui ont la meilleure, on va dire, qui s'adaptent le mieux à la blessure qui leur arrive. Ou ça peut être une suspension, ça m'est arrivé. Vous avez vu les images, hein, ça m'est pas arrivé souvent, mais bon, un peu quand même. La suspension, c'est la même chose. C'est-à-dire que, encore une fois, le besoin d'appartenance à quelque chose. Aujourd'hui, je suis quelqu'un. Moi, je me suis blessé. Je vais vous donner un petit exemple concret, comme ça au moins ça sera visible. Je me suis blessé en étant capitaine de l'équipe de France. Donc je passe de capitaine de l'équipe de France, leader du 15 de France, etc., au lendemain, dimanche, après France-Italie, à plus rien. Avec 6 mois de blessure pour une blessure au dos. Et donc là, je peux vous dire qu'en fait, on se dit, mais là, je ne sers plus à rien, quoi. Donc j'étais le capitaine de l'équipe de France, et du jour au lendemain, je suis chez moi, je suis bloqué, j'ai mal au dos, etc. Voilà, psychologiquement, après, c'est très difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chez les jeunes, on les accompagne de plus en plus, parce que c'est des choses qui sont... ce sont de vrais sujets qu'il faut traiter, voilà, qu'il faut traiter et qu'il faut aussi prévenir. Et donc, pour moi, ça fait partie de la formation. Donc voilà un petit peu comment nous, dans le sport, je suis long, hein, je sais, comment dans le sport, on arrive à relancer, comme tu dis, ou à rebondir. Ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, des doutes et des échecs, mais encore une fois, ça fait partie aussi de la performance, c'est-à-dire qu'on a besoin. Moi, je ne connais pas un sportif de haut niveau qui a toujours gagné, ou qui n'a jamais eu d'échec, jamais de blessure. Non, c'est pas vrai, on a tous besoin de ça pour aller vers le plus haut niveau encore. Alors, il y a pas mal de nouveaux agents ici qui ont commencé dans un contexte un peu compliqué, avec le Covid notamment. Toi, tu l'as subi, Benjamin, en agence. Pascal a parlé de besoin d'appartenance. Je pense que tu peux nous expliquer comment tu as relancé ton agence après tout ça, après du télétravail. Enfin, alors pour un contexte un peu compliqué quand même. Pour ceux qui me pratiquent, et c'est marrant parce qu'on en discutait tout à l'heure, pendant le Covid, j'avais une phrase en tête, c'était « la meilleure défense, c'est l'attaque ». Et c'est vrai que j'avais un réseau d'agents, notamment de mes collègues suisses, qui m'ont écouté un petit peu comme un ovni, en disant mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Et c'est vrai que j'ai pris le parti, et ça c'est vrai, d'être proactif et d'aller voir, d'aller contacter tous les clients, d'aller communiquer, d'aller les voir, d'être présent, d'être physiquement là. Parce que je pense que tu parles de rebond, Pascal. Le Covid, pour nous, assureurs, a été admirablement bien géré, d'ailleurs. Et on le voit, on a marqué des points au niveau image de marque auprès de nos clients. Mais ce qu'on perçoit aujourd'hui, c'est que les clients reconnaissent aujourd'hui notre présence et reconnaissent notre qualité de service et de présence sur le terrain. Voilà, donc comment est-ce qu'on a rebondi? On a tout simplement rebondi en faisant notre métier. On n'a pas fermé notre boutique à attendre que ça tombe, et bien heureusement, puisqu'on a eu des résultats qui ont été exceptionnels. Mais je peux vous assurer que pendant les 2 mois de confinement, j'ai douté 24 heures sur 24.
24 heures sur 24, et je disais à mes collègues, puisque à l'époque j'étais président de l'organisation professionnelle de Swiss Life, enfin, des agences Swiss Life, pardon, je disais à mes collègues, on fera le point dans un an. Et justement, on se projetait comme ça dans un an pour voir un petit peu comment ça allait se passer. Et voilà, donc ça a fonctionné, tant mieux. Je ne sais pas si en restant les bras croisés, ça aurait fonctionné de la même manière, peut-être. On aurait peut-être gagné du temps, on aurait pu faire autre chose le samedi matin ou le dimanche que faire des visios ou des conf calls dans tous les sens. Voilà, mais ce que Pascal dit sur la blessure, alors, la blessure pour un sportif de très haut niveau comme lui, c'est une catastrophe, puisqu'il joue forcément qu'avec son corps, même si tu joues un peu avec la tête quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, pour nous, ça a été quand même, et c'est encore une fois grâce à ce recul et cette prise de hauteur qu'on a pu rebondir et que j'ai pu rebondir. Je dis on parce que je mets tous mes collègues derrière, ou avec moi, pardon. Et c'est vrai que voilà, ça a fonctionné. Donc comme ça, dans notre carrière, je pense que, Pascal en parlera, on a des opportunités, et j'ai pour habitude de dire que soit on les saisit ou pas. Alors, tu as parlé de ton rôle auprès de l'Union professionnelle Swissaga. On va parler maintenant du rôle de capitaine, puisque tu étais un peu le capitaine de Swissaga. Toi, Pascal, tu as été capitaine du 15 de France. Comment tu as réussi à embarquer ton équipe, à les embarquer avec toi, à les fédérer tout au long de ta carrière? Alors, comment je l'ai fait? De manière, encore une fois, très naturelle, parce que je pense que moi aussi, je suis un feeling, parce que j'ai une personnalité qui... Il valide, Nicolas, là-bas. Et moi aussi, j'ai une course aérienne. C'est pas parce que je fais 120 kilos que je ne suis pas aérien. Donc, ouais, j'ai vu quand tu disais ouais, une course aérienne, tu me regardais. Toi, t'es un terrien, machin. Donc, ça voulait tout dire dans tes yeux. Voilà. C'est un terrien? Ouais. Sérieux? Vas-y, pousse. Non. Donc oui, le rôle de capitaine, je l'ai fait très naturellement, avec ma personnalité, avec mon caractère, parce qu'en fait, c'est ce qui m'a guidé tout au long de ma vie, déjà, au-delà du sport. Et j'ai pu m'apercevoir que c'est aussi ce qui faisait de moi un personnage authentique auprès de mes partenaires. Et au-delà du terrain, encore une fois, parce que le capitaine, c'est le boss de l'équipe, etc. Mais c'est souvent un rôle qui est dur à gérer. C'est pas fait pour tout le monde, un capitaine. Hein. Moi, parfois, j'ai tendance à dire que on l'a ou on l'a pas. Mais bon, je préfère ne pas. Je reste ouvert quand même sur cette question et cette réflexion parce que pour moi, ça fait partie de l'ADN. Mais encore une fois, je ne pense pas avoir la réponse. Donc, on est souvent le tampon la soupape entre le sélectionneur, le président et ses coéquipiers. On doit veiller à tout le monde. Alors, je le disais, on n'est pas tout seul, on a des leaders dans l'équipe, le leader social, le leader de vestiaire, le leader de combat et parfois un leader psychologique. Donc souvent, voilà, on est aussi équipé de ces lieutenants aussi, avec qui on travaille. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que tout se passe bien, que l'équipe soit bien, que les joueurs individuellement soient bien, prennent du plaisir déjà à être sur le terrain. Et là où c'est compliqué ce rôle, c'est que parfois on peut s'y perdre. C'est-à-dire que la première chose qu'on va demander à un capitaine, c'est quoi? C'est quoi? De mener l'équipe, de maintenir la performance. La première chose qu'on va demander au capitaine, c'est d'être performant. D'être aussi performant que si on n'était pas capitaine. Et donc parfois c'est assez compliqué parce que là je gère pas que ma petite personne, j'ai une équipe à gérer. Et ça parfois ça peut vous sortir un petit peu du match ou surtout de la préparation du match. Et ça peut vous sortir de la performance. Donc vraiment c'est quelque chose qu'il faut appréhender. Moi je l'ai appréhendé encore une fois très naturellement avec mon caractère, ma personnalité, parce que j'ai eu des capitaines moi qui m'ont managé entre guillemets, qui jouaient un rôle et ça se sent tout de suite. Et forcément, quand tu es joueur avec des personnalités comme ça qui surjouent, j'ai pas envie moi. Enfin, malheureusement, on va pas chercher le 150% des coéquipiers. Donc voilà, encore une fois, moi je l'ai fait vraiment
au feeling, avec le ventre, avec, mes convictions et ma personnalité. Et je pense que je m'en suis pas trop mal sorti, parce que j'ai eu la chance d'en enchaîner quand même 14. Voilà, donc je trouve que voilà, pour un deuxième ligne, c'est pas mal. Hein. C'est ça que j'allais dire, c'est lié au poste. Parce que le demi de mêlée qui lui est tout fluet, plus fluet, demi de mêlée, ils sont comme ça. Voilà, ils sont petits. Donc ils ont non, mais c'est vrai que le poste de deuxième ligne, c'est aussi un poste où on demande beaucoup de combats, où c'est très physique. Donc parfois, quand il faut être lucide avec la tête pour prendre une décision stratégique, etc., ou aller faire la politique avec l'arbitre, il faut être costaud. Et c'est pour ça que quand on le fait encore une fois avec son caractère et sa personnalité, c'est toujours plus facile. Voilà. Parce qu'encore une fois, on se connaît, et quand on se connaît, on sait comment gérer les choses. C'est plus facile aussi quand on est deuxième ligne d'engueuler les gros que d'engueuler les petits, quand on est petit. Les petits, il faut faire attention, parce que quand tu es par terre, c'est là où ils interviennent. Non. Jamais debout, par contre. Alors toi, Benjamin, tu coaches une équipe quand même, tu es le capitaine d'une équipe, c'est pas simple. Comment tu arrives toi aussi à fédérer ton équipe autour de toi, à dire aujourd'hui la prév c'est génial, on va faire... Non, on en reparlera, mais j'aime pas dire ça. Je sais pas si on est capitaine ou pas. Enfin, moi j'ai une gestion qui est un petit peu particulière, qui est j'estime qu'il faut déjà savoir faire pour faire faire. Et c'est ce que je fais avec mes collaborateurs. Donc j'ai commencé en bas de l'échelle quand j'étais effectivement tout petit, et aujourd'hui je suis pas en haut, bien au contraire. Voilà, je pense que ce qui est important pour nous, c'est encore une fois, c'est de montrer l'exemple, d'essayer d'être moteur, d'être source de motivation. C'est très difficile de s'occuper de tout le monde comme ça, puisqu'il faut aussi s'occuper de soi-même. Et parfois, on s'occupe des autres et on oublie de s'occuper de soi-même. Et on oublie de cocher une case. Donc voilà, c'est une alchimie qui est, encore une fois, extrêmement compliquée et complexe. C'est une remise en question perpétuelle, quasiment quotidienne, puisque nous, on est dans des agences avec des équipes qui sont là pour durer quand même très très longtemps, puisqu'on a des durées de carrière qui sont quand même assez importantes. Et quand on est sur 19 ou 20 ans, je crois, de durée moyenne de carrière. Donc il faut quand même trouver cette alchimie, justement, avec des TTPE qui est très très compliqué. Donc on est très très proche de nos collègues, de nos collaborateurs. En même temps, on est un manager, donc voilà, on a toujours cette difficulté. En plus de ça, on l'a vu et on le verra avec le Covid et toutes ces nouvelles mœurs maintenant de travail dans tous les sens, à distance, sur la planète et ailleurs. Les velléités de nos collaborateurs sont nouvelles et à prendre en considération. Donc voilà, donc il faut sans cesse se remettre en question. Et je pense que un capitaine ou un manager, ou quel qu'il soit, chef d'entreprise, merci Nico, et s'il ne se remet pas en question quotidiennement ou naturellement, effectivement, ça se voit et ça ne matche pas, quoi. Donc alchimie pas facile, moi je trouve, et je le dis toujours, moi j'ai beaucoup de mal avec le RH. Quand je dois licencier ou remercier un collaborateur, j'en dors pas pendant une semaine, voire plus. Et parfois j'ai été amené à garder des collaborateurs parce que j'ai jamais su leur dire que ça allait pas. Ce qui est vrai, vous pouvez demander. Donc c'est comme, je sais pas, avec Pascal, pour un joueur, de lui dire t'es pas bon, il faut que tu dégages. Clairement, c'est pas facile, quoi. On travaille à l'affect et quand on travaille justement à l'affect et au feeling, pour moi c'est le plus difficile. C'est vraiment très difficile. Du coup, on peut peut-être poser la question à Pascal, puisque tu accompagnes aussi les entreprises dans toutes leurs problématiques. On avait évoqué, quand on s'était vu il y a quelques semaines, la difficulté de recrutement. Aujourd'hui, ces nouveaux agents qui débutent, ils vont devoir recruter. Comment on sait qu'on fait le bon choix dans le candidat qu'on a en face de nous, qui va être super, qui va se dépasser, qui va se donner à 100%? Comment on fait? Alors nous, dans le rugby, dans le sport, on profile beaucoup par rapport aussi à l'effectif que l'on peut avoir. L'idée, c'est toujours de trouver l'équilibre, en fait, entre
les plus-values qu'on a dans notre groupe et celles qu'on doit aller chercher. Donc forcément, il y a des profils qui sortent. Nous, on travaille beaucoup sur la personnalité et le caractère, parce que, encore une fois, dans le sport, on a besoin, dans le rugby notamment, on a besoin de ça, parce que ça fait partie c'est une base qui est importante, et donc du coup, on va chercher ce genre de joueur avec beaucoup de caractère, avec une personnalité différente de celle qu'on a déjà, pour encore avoir, je le répète, essayer d'aller chercher cet équilibre pour le bien de l'équipe. Évidemment, le potentiel, parce que le potentiel, c'est ce qui va nous faire avancer l'équipe, c'est ce qui va nous faire gagner, c'est ce qui va nous permettre de vraiment passer à l'étape d'après. Et après, c'est un travail aussi collaboratif. Alors, dans un club de rugby, souvent, on n'a pas forcément une personne qui recrute, mais on a, on va dire, une cellule de recrutement qui permet vraiment après d'échanger, d'être dans le débat par rapport aux joueurs que l'on a. Parce que souvent, sur un poste, quand on a une sortie, un joueur qui arrête ou un joueur qui part, derrière, on sait qu'on a 5-6 postulants qui se ressemblent parce qu'on les a un peu profilés. Et voilà, donc après, il y a cet aspect, comme tu disais, moi je fonctionne aussi comme ça, hein, cette réaction un petit peu viscérale qu'on peut avoir par rapport à l'entretien et à l'instant T où je suis en train de parler avec le joueur. On va dire que sur le potentiel, on est à niveau égal. Donc voilà, c'est vraiment essayer d'aller chercher vraiment ce profil différent qu'on n'a pas, ou alors qu'on aimerait avoir dans son équipe, parce qu'on sent qu'il nous manque un petit truc. Ça peut être un pilier, ça peut être un buteur, ça peut être quelqu'un qui est peut-être un peu moins fort que les autres à son poste, mais qui a un leadership énorme et qui va nous amener sur le terrain quand il jouera, mais en dehors du terrain, il va nous amener autre chose et il va nous amener vraiment de la compétence à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment une somme de détails qu'on essaye de balayer, et à chaque fois, c'est se dire qu'on essaye de profiler un maximum par rapport à déjà ce que j'ai ou ce que j'ai envie de créer. Parce que quand on arrive dans une équipe et qu'on n'a pas les joueurs qu'on a choisis, parfois il faut changer les effectifs à 50% pour vraiment donner la vision à l'équipe de ce que je veux. Donc. Il y a un peu la rémunération, non, Benjamin, qui peut jouer aussi dans le recrutement ? Nous aussi, hein, nous aussi. La rémunération, oui, ça peut jouer. Mais je ne crois pas aujourd'hui. Enfin, un peu moins, même si le marché RH est un peu tendu, et notamment dans les zones comme Paris. On en parlera, je ne sais pas, je crois que c'est bientôt ou maintenant. La qualité, tu peux y aller. La qualité de vie, c'est ça, oui. Merci. La qualité de vie. T'enchaînes sur le sujet suivant, donc c'est génial. Ah, tu vois, voilà. Je l'ai bien révisé. La qualité de vie au travail, et je crois que Pascal le dit aussi, c'est que c'est aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui n'existait pas hier et qui n'était pas du tout pris en considération, et qui maintenant devient quasiment un élément clé de recrutement. On me pose plus souvent la question de savoir combien de jours de travail, pas de travail justement, mais de congés, est-ce qu'il y a un baby-foot, est-ce qu'il y a je sais pas quoi. C'est vrai, je crois que dans les derniers recrutements, ça peut arriver. La rémunération fera toujours partie du système, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut trouver encore une fois cette alchimie et proposer les meilleurs services au meilleur moment, au meilleur profil. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec Nicolas aussi, les besoins de nos candidats ne sont pas forcément les mêmes. À rémunération égale, il ne va pas vous demander la même chose et le même retour. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que pour nous, chefs d'entreprise, on nous demande beaucoup plus de retour, ce fameux feedback ou ce fameux, je ne sais pas quoi là, comment tu le dis ? Oui, l'autre qui est moins marrant. Et du coup, voilà, pour nous, managers, je pense que c'est une perpétuelle remise en question. Alors, qualité de vie au travail ou qualité de vie en équipe, dans l'équipe, c'est ça le facteur clé de la longévité ? Ça peut répondre à des problématiques. La qualité de vie au travail, je trouve que c'est bien, c'est un vrai sujet. Je trouve qu'en plus, nous, avec
avec à titre consulting, c'est notre cœur de métier, donc on va aller dans ce sens-là évidemment, mais si on revient sur la partie rugby et la partie sportive notamment, moi j'ai l'exemple actuellement, c'est-à-dire que je suis directeur sportif du CSBJ Rugby, qui est une équipe 3e division professionnelle, donc voilà, c'est des joueurs, j'ai des très bons joueurs qui sont tous professionnels, mais qui gagnent moins d'argent que la Pro D2, le top 14, ou voire certains clubs de national qui sont dans notre division. Nous, on a mis en place quelque chose de simple, en fait. Je pense que voilà, ce bien-être en entreprise, cette qualité de vie au travail, il faut, même dans le sport, il faut savoir le faire ressentir. Ça fait partie de nous, de notre culture club aussi. C'est-à-dire qu'on a tous des valeurs dans les entreprises. Et nous, une des valeurs principales au CSBJ, c'est famille, bienveillance. Donc l'idée, c'était de travailler sur cette valeur qui est forte, qui est historique et qui fait partie de l'ADN du club, pour se dire qu'en fait, le joueur, quand il va arriver au club, tout va être... On a mis en place ce qu'on appelle un happiness manager. C'est quelqu'un qui va vraiment gérer le bien-être du joueur, parce que derrière le joueur, en fait, il y a une famille, souvent, il y a sa femme, il y a ses enfants, il y a ce qu'on appelle la première couronne qui est là, qui est présente, et souvent on s'aperçoit que c'est aussi, ils font partie de la performance du joueur. C'est-à-dire que si on a un joueur qui arrive, qui n'est pas heureux, sa femme ne travaille pas, elle s'embête à la maison, que les enfants, le petit ne va pas à la crèche, que l'école c'est pas bon, etc., on va s'apercevoir qu'il y a un impact direct sur la performance du joueur, en fait. Parce que lui, en fait, il n'a pas sa tête complète pour venir, la fameuse batterie mentale, elle n'est pas à 100%, et du coup, on n'arrivera pas à obtenir le meilleur de ce joueur. Donc on va venir travailler sur cette première couronne de manière à ce que le joueur s'intègre le plus rapidement possible. S'il s'intègre le plus rapidement possible, je sais qu'il va être performant le plus rapidement possible. Et en fait, ce qui fait la différence, au final, je vais vite, parce que voilà, je ne vais pas le faire dans le détail, mais nous, pourquoi on a fait ça? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de rivaliser financièrement avec d'autres clubs qui proposent 500, 1000 euros des fois de plus par mois. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va se faire rendre compte aux joueurs que s'il part, il va perdre quelque chose. C'est tout ça. C'est cet aspect vivre bien, vivre ensemble, vivre bien, être épanoui dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui marche bien. Et on arrive à garder, cette année par exemple, on n'a eu que 2 départs, alors que voilà, dans d'autres clubs, c'est des rotations qui sont en général parfois de 10 par 10. Donc voilà, cet aspect de se dire on travaille sur le bien-être, sur tout ce qui entoure le joueur, pas forcément sur le joueur, mais aller chercher ce qui l'entoure. Souvent, on s'aperçoit qu'il y a une vraie répercussion rapide sur ses performances. Alors, tout à l'heure, j'ai taquiné Benjamin sur la rémunération. Tu nous avais raconté une petite anecdote, Pascal, au Stade Français, quand tu avais signé et que tu avais renoncé à une partie de ta rémunération pour qu'un de tes collègues puisse rejoindre l'équipe. C'est ça, ouais. Je me rappelle plus, on avait parlé de ça. Ouais. On a parlé de beaucoup de choses. On avait bu. Pas encore. Pas encore. Non, ça fait partie, voilà, c'est mon fonctionnement, c'est-à-dire que j'avais un collègue avec qui j'ai grandi, et avec qui on a passé toutes ces étapes, qui jouait avec moi dans un club. Et quand le Stade Français Paris m'a appelé pour venir rejoindre l'équipe, j'ai dit, ça faisait partie des conditions de mon contrat, j'ai dit ok, je viens. Je baisse mon salaire, mais vous prenez mon collègue qui est pilier droit. En plus, ils avaient besoin d'un pilier droit à cette époque-là, et puis du coup, ils ont dit allez, on se tape dans la main, on y va. Donc voilà, non, c'est une anecdote, mais je trouve que encore une fois, c'est comment on perçoit les choses. C'est-à-dire que peut-être je vais passer pour un con, mais il y a l'argent, il y a le projet financier, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce qu'à un moment donné, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, si on est bien, qu'on vit bien, qu'on est heureux dans son travail, dans son équipe, etc., parfois on est capable de... L'argent prend un petit peu moins d'importance. Je ne dis pas que ce n'est pas important, attention, mais parfois ça peut passer sur un niveau égal, ou alors on va dire sur un second degré. Voilà. Alors on va parler un peu de... Moi je leur ai acheté des vélos à mes collaborateurs. Ouais, c'est génial.
Non mais tu rigoles, mais et par exemple, il m'arrive, j'ai des jours où ça doit vous arriver, où vos collaboratrices, puisqu'on a plutôt des femmes, je leur dis, si elles ont un problème de nounou ou un problème de n'importe quoi, elles viennent avec les enfants à l'agence. Alors ça peut se faire sourire certains, je sais que ça va faire sourire certains de mes collègues qui sont par là, mais c'est vrai que je pense que c'est un élément extrêmement important. Alors, c'est sûr que quand on a 15 collaborateurs, on ne va pas faire venir les 15 enfants, sinon ça va être un peu le bazar. Mais de temps en temps, vous voyez, pas plus tard que hier, j'avais une collaboratrice qui me dit tiens, j'ai mal, machin, un truc bidule. Je lui dis bah, écoute, tu rentres chez toi, tu prends ton PC, tu vas travailler à la maison. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler. Et le coût des vélos, alors ça peut faire sourire. C'est vrai que ça fait sourire beaucoup de gens, notamment ceux qui sont dans les campagnes Bourgogne, là-bas. Et bourguignonne. Mais moi j'ai des collaboratrices, notamment une qui m'a dit je reviens pas si je reviens en RER. Et je reviens pas. Pour sortir des caves en Bourgogne, par contre, c'est bien le vélo. Et je lui dis mais comment on fait alors? Et donc je lui dis bah, je vais t'acheter un vélo. Et du coup j'ai un vélo tous les jours depuis 3 ans, depuis 2 ans et demi, là, depuis le 15 mars. Donc c'est vrai que et côté rémunération c'est pareil. Nous on est en concurrence, ce que je veux dire, et vous le savez déjà, on est en concurrence, la plus grosse concurrence ce sont les banquiers. Nos amis, il y a sûrement des anciens banquiers dans la salle, forcément, puisque... Ouais, mais toi, t'es un traître. Et donc, du coup, les niveaux de rémunération en banque sont toujours beaucoup plus élevés, vous le savez, parce qu'ils ont une convention collective qui est exceptionnelle, ils ont 8 mois de congé, enfin, n'importe quoi, l'intéressement, la participation, enfin, tout ce que vous connaissez par cœur. Que nous, on est là avec nos 35 heures, nos je sais pas combien de jours de congés payés, enfin, on n'a rien, quoi. Et si on a heureusement, il a la Fédé pour on a piloter le CE, ça. On a le avec ses CE collaborateurs. On a le CE AGA. Bon, on n'a rien. Et c'est vrai que c'est cette alchimie, et c'est ce que disait Pascal, on est une petite famille. Et nous, on joue vraiment en division, en DH, hein, on est en dessous. On est en division d'honneur, et quand on se bat avec les banques ou autres qui recrutent nos collaborateurs et ainsi de suite, c'est extrêmement compliqué. Quand on a un jeune qui vient nous voir en disant moi je veux tout de suite 45 000, il sort de l'œuf, tu veux dire t'as encore rien fait, quoi. Donc voilà, et c'est cette petite alchimie qu'on arrive à trouver quand même, parce que on arrive à trouver quand même aujourd'hui des candidats. Je rassure mes collègues qui sont ici et qui n'ont pas encore, ou qui vont devoir, ou qui auront forcément à recruter demain. Voilà, je pense que ce que dit Pascal là, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est trouver cet environnement familial le plus sain possible. En fait, pour moi, c'est un management humain, en fait. C'est-à-dire que voilà, on est capable d'être différent à un moment donné pour manager aussi l'humain. C'est-à-dire, moi, l'exemple des enfants, on l'a aussi dans le rugby. Parfois, on a des joueurs qui arrivent avec les enfants parce que école fermée, parce que grève, par exemple. Je dis ça comme ça. Et ben, c'est pas grave. Au contraire, on a suffisamment de dirigeants pour pallier à ça. Et encore une fois, imaginez si on prenait pas les enfants. On revient aussi encore... Voilà, à la performance aussi du joueur, à son bien-être. Si à un moment donné il se retrouve embêté pour faire garder son enfant parce que sa femme travaille et que l'école est fermée, ben voilà, il va arriver déjà en retard, il va arriver sur le terrain avec la tête ailleurs. Et je reviens encore sur ces 3 batteries, notamment l'émotionnel et la mentale. Si elles ne sont pas pleines, Ça marche pas. le physique, celle du physique, elle va charger, et la blessure est là. Ça marche pas. Alors, tu as parlé des banquiers, Benjamin. On va parler maintenant de l'adversaire. Ah ouais, on est dans le rugby quand même. Comment on a vu que il y avait quelques coups qui pouvaient partir, mais comment tu le domines, ton adversaire, Pascal? Comment tu le domines? Voilà. C'est dur. Ouais. J'ai dit parfois les coups. Ah oui. Oui. Et donc, c'est dominer l'adversaire, c'est ça? Ouais, c'est quoi les règles pour le dominer? Comment tu fais? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est les règles, il y en a pas. Vous avez vu la vidéo. À un moment donné, il faut savoir se faire respecter, Pascal. Voilà. En fait, dans le rugby, c'est un sport de combat tous les jours. C'est-à-dire que quand je vais à l'entraînement, je sais, excusez-moi du langage, c'est con, mais je sais que je vais devoir dominer à un moment donné un coéquipier qui joue au même poste que moi parce que c'est moi qui veux jouer ce week-end. Donc en fait, c'est une habitude, c'est se dire, c'est pareil, hein, ça formate, hein, attention, hein, parce que
quand on rentre à la maison, après, des fois, si on n'enlève pas l'armure du joueur de rugby, on est pareil avec sa femme, avec ses enfants, et là, c'est pareil, c'est dangereux. Je ne parle pas de violence ou quoi que ce soit, mais je parle d'aspect un peu psychologique. Donc, voilà, c'est un sport de combat. On doit dominer, on doit être supérieur à l'adversaire, on doit être supérieur à son coéquipier, à la concurrence, voilà, tout simplement. Je pense que vous en avez beaucoup aussi. Donc, essayer toujours de se mettre dans cet esprit, de se dire que voilà, pour se projeter, de toute façon, pour y arriver, pour gagner, il faut dominer l'adversaire, il faut être meilleur que lui, sur son potentiel évidemment, mais aussi sur tout ce qu'on a parlé depuis le départ, voilà, tout le détail qui amène à un équilibre. Quand tu rencontres, je peux lui poser une question ? Bien sûr. Hors cadre. Et quand tu rencontres tous les ans les mêmes équipes, donc les mêmes joueurs, et ils te connaissent par cœur, et comment tu fais pour les contrer ? Bah justement, après c'est facile, parce qu'ils me connaissent, donc ils viennent plus. Non, là où ça peut être compliqué, c'est avec l'équipe de France. C'est-à-dire que top 14, il faut dominer les adversaires, et après on se retrouve la semaine d'après, ils sont à côté, c'est un coéquipier avec qui on va devoir mouiller le maillot, représenter son pays, chanter la Marseillaise, etc., etc. Donc c'est particulier, mais on te connaît, tu vas surprendre. Après, une fois que tu as surpris, c'est fait. Mais l'idée, c'est d'être linéaire dans sa performance et dans son caractère, dans son jeu, dans son style de jeu, etc. Donc c'est ça qui est aussi compliqué, c'est de se dire, voilà, et c'est en fin de carrière, pour nous, c'est dur, parce que y a les jeunes qui arrivent, ils sont, voilà, et nous, parfois, l'envie, elle commence à baisser, et donc on se fait parfois dominer. Voilà. On parle de sport, hein, vraiment. Hein, oui, de sport, bien évidemment. À un moment donné, là, si quelqu'un rentre dans la salle, c'est bien de le préciser. On parle de domination et tout, là, c'est pas... Et toi, Benjamin, avec la concurrence, les courtiers, les banquiers, tu fais comment ? Il n'y a pas de confrontation. Nous, enfin, on est dans une confrontation qui est toujours à distance, et on donne pas de coups, c'est sûr. Moi, j'ai jamais détesté mes concurrents. Mais pour preuve en est, c'est parce que c'est un pur hasard. J'ai rencontré il y a très peu de jours mon plus gros concurrent, qui est d'ailleurs ici, qui est un gros, très très gros cabinet de courtage avec énormément de gens qui travaillent pour eux. Et on a sympathisé parce qu'on n'avait jamais eu la chance de pouvoir se rencontrer. Et effectivement, je pense que moi, je pense qu'on apprend beaucoup de nos concurrents. Et j'ai toujours pour habitude de faire tous les ans une étude de la concurrence, comme ça, au hasard. Alors à l'époque, j'écrivais sur des petits tracts et je recevais une documentation haute comme ça, et du coup ma boîte aux lettres était pleine. Mais c'est un peu comme les vidéos, puisque je crois qu'en rugby il y a un peu de vidéo, un peu de visionnage. Voilà, on apprend à connaître son concurrent pour pouvoir pas faire comme lui, parce que si on fait comme lui, Nicolas Bourada nous l'a dit tout à l'heure, ça marche pas, mais plutôt pouvoir le contrer, ou pouvoir si j'emploie un terme, le cadrer et le déborder le plus souvent possible. Voilà, moi je pense qu'il faut de la concurrence, il faut une émulsion. Je vais encore reparler du 15 de France, puisque voilà, j'aime bien. Si le 15 de France est aussi bon aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu énormément de concurrence chez les jeunes et dans les clubs comme tu as pu avoir, comme tu as pu me gérer. Et voilà, donc tant mieux, il en faudra toujours. Et moi, je suis très content quand j'ai un concurrent qui s'installe en face de chez moi, dans la boutique en face. Je suis excessivement content parce qu'il y aura 2 fois plus de clients qui viendront et je pourrai en capter peut-être la moitié d'en face. Donc voilà, j'ai toujours eu pour habitude de pouvoir rebondir, encore une fois, sur mes concurrents, plutôt que de les casser à longueur de journée ou casser du sucre sur les banquiers, même si on aurait de quoi faire toute la soirée. Mais voilà, je pense qu'il faut au contraire capitaliser avec ça. Je pense que c'est aussi, voilà, c'est dominer, gagner, être meilleur que son concurrent avec voilà, notre différence en fait. Et c'est exactement ça, c'est pas ne pas faire comme eux, parce qu'en fait ça marche pas. Par contre analyser, mettre en place une stratégie, mais toujours encore une fois avec ma philosophie et ma différence, là souvent on arrive à aller un peu plus loin. D'accord, merci messieurs. Je ne sais pas si vous avez des questions.
dans la salle à poser à ces deux messieurs, ou à l'un d'entre eux en tous les cas? Alors, merci. Votre carrière a été particulièrement longue. Comment avez-vous réussi à garder autant de motivation après avoir déjà reçu un certain nombre de succès? C'est la projection en fait, se projeter toujours, se dire on atteint un objectif ou pas, parce que encore une fois, tous les ans, en 17 ans de top 14, pendant 17 fois j'ai voulu être champion, j'ai réussi à être champion une fois, voilà. Non mais c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous fait durer, c'est ça, pendant 17 ans j'ai voulu être champion d'Europe, et ben, j'ai été champion d'Europe une fois. Mais voilà, c'est là où, justement, quand on se projette, quand on a des ambitions, quand on veut toujours aller plus loin. Après, on a les objectifs de long terme qui sont les Coupes du Monde, notamment. Ça, c'est des choses qui entretiennent l'envie, qui entretiennent voilà, le fait de vouloir aller toujours plus loin et de connaître encore d'autres aventures, parce qu'il y a la partie sportive, il y a ce que ça génère, les émotions, les choses qui sont extraordinaires, qu'on ressent intrinsèquement en nous, etc. Mais il y a aussi, moi c'est encore une fois, c'est mon opinion, mais il y a l'aventure humaine aussi, et l'histoire de vie qu'on va pouvoir vivre à un moment donné avec des gens qui sont là, dans la même aventure. Ça aussi, ça fait avancer, ça aussi, ça donne envie de continuer, parce que voilà, c'est des choses qu'on vit, qu'on aime vivre, et même parfois, quand les expériences, elles se passent mal, derrière, on ressort, on se dit, ouais, j'ai vécu quelque chose qui me... J'ai pas perdu du temps en fait, j'ai gagné du temps parce que j'ai appris des choses, et je sais que maintenant pour aller plus loin j'ai d'autres outils et j'ai d'autres billes pour réussir. Donc 17 ans c'est long, mais c'est à la fois franchement moi je les ai pas vus passer, parce que ça va tellement vite, hein. On parlait tout à l'heure d'objectifs, c'est des objectifs, on a les objectifs à long terme, les objectifs moyen terme et les objectifs à court terme. Le court terme, c'est je finis un match, je dois en enchaîner un autre là, 7 jours après. C'est-à-dire que gagné ou perdu, il faut que ce match-là il soit digéré le plus rapidement possible pour passer à l'objectif d'après. C'est le micro-objectif qui arrive, c'est encore une victoire. Donc, comme je disais, y a notre vie, elle est faite d'échecs et de défaites et de victoires. L'idée, c'est de toujours se dire, voilà, ok, on a gagné, on a perdu, super, ça a généré plein d'émotions. Maintenant, next, on passe à l'objectif suivant. Et donc, tout ça fait qu'on est sans arrêt en train de vivre voilà, sous pression, etc. Et on ne voit pas le temps passer, vraiment. Oui, bonjour Monsieur Papé. Je dis monsieur parce que je suis très content de voir en seconde ligne sur la scène. Et puis j'ai lu votre bouquin, donc je sais que vous avez aussi une vie très compliquée et que la résilience sportive et privée, c'est quelque chose que vous pratiquez bien. Et donc j'aimerais que vous disiez un petit secret, parce que j'étais en 2011 à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, et après quelques matchs mitigés et un match houleux contre les Tonga à Wellington, vous nous sortez un match contre les Anglais où vous les déchirez complètement, aux grandes surprises de tout le monde. Vous passez les Gallois et vous arrivez en finale où vous devez gagner. Bon, vous n'avez pas gagné, mais c'était presque le hold-up. Hein. 8-7 à Auckland, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Wellington à la fin du match contre les Tonga pour que l'équipe se prenne en charge et rebondisse de manière aussi forte et collective? Alors merci, bonne question. Je sens un petit peu l'accent de, je sais pas d'où là, du sud-ouest. Voilà. C'est là où on a inventé le rugby, non? Ouais. C'est pas vrai, hein, c'est pas dans le sud-ouest. Il est arrivé par Le Havre, le rugby, donc. Non, c'est une super question parce que ça a été une super aventure. Je le disais tout à l'heure, projet sur du long terme, 4 ans de préparation avec une équipe qui a très peu bougé, qui a fait un grand chelem en 2010, qui a gagné, je crois, en 2008. Donc vraiment une équipe avec de la confiance qui arrive en Nouvelle-Zélande, une équipe avec beaucoup d'expérience, beaucoup de leaders, que des capitaines de club, donc beaucoup d'ego, voilà, et quand même des bons joueurs, un petit peu. Et donc on arrive en Nouvelle-Zélande et ça ne se passe pas comme on l'avait prévu. Et comme vous l'avez dit, il y a ce fameux match contre les Tonga qui a 2 doigts de nous sortir de la compétition.
Et donc on aurait été la première équipe de France à ne pas passer la première phase en Coupe du Monde, donc on l'a échappé belle. Mais cela a permis en fait de vraiment prendre conscience à l'équipe qu'on on faisait fausse route en fait. Que ce projet-là pour lequel on avait travaillé pendant 4 ans, on était en train de, comme on dit, de le consommer. On le consommait, on était bien, hôtel 5 étoiles, des terrains, il faisait pas beau, mais on était en Nouvelle-Zélande, on mangeait du mouton, c'était sympa, hein, franchement, un cadre idyllique, Coupe du Monde, c'est génial à vivre, mais on était en train de consommer, on n'était pas acteurs de notre projet, et donc en fait, ça a été cette claque-là qu'on a pris dans, excusez-moi de l'expression, mais la claque qu'on prend dans la gueule, elle fait réagir tout le monde. Et la chance qu'on a à ce moment-là, c'est qu'on n'a que des capitaines de club. Que des capitaines de club qui ont l'habitude aussi de, comme on disait tout à l'heure, de se responsabiliser et d'analyser les choses pour que ça aille mieux. Et donc on a clairement parlé franchement avec le staff et entre nous, en se disant les choses. Parce que encore une fois, je pense que dans le sport de haut niveau, et notamment dans le sport collectif, l'honnêteté, elle fait. Si on a une équipe qui est honnête, et je parle d'équipe, quand elle est honnête, l'équipe, ben forcément, ben ça se passera toujours mieux que si elle n'est pas honnête. Bon, ça, j'apprends rien à personne. Et le fait après ce match, de pouvoir se parler et de se dire les choses honnêtement, et on l'a dit honnêtement aussi au staff, voilà, ça a permis une prise de conscience individuelle et collective. Chaque joueur capitaine de son club, on a tous mis l'ego de côté et on est revenu à être acteur du projet pour l'équipe, pour le projet. Le projet, c'était l'objectif commun, c'était d'être champion du monde. Et ça, on l'avait oublié en fait. On était dans notre confort, on vivait la Coupe du Monde, mais en tout cas, on la consommait, comme je le dis. J'aime bien ce terme, mais on n'était pas acteur en fait. Et le fait de passer par ce sentiment de honte, parce que moi, je me rappelle, 20 000 Français à Wellington. La plupart 4 ans d'économie, d'un voyage qui coûte cher. Moi j'avais honte parce que les gens étaient à l'autre bout du monde pour nous et derrière on leur a rendu un dégueulis quoi. Donc ça c'est une prise de conscience aussi. Quand on revient aussi à la base, à l'humain, pourquoi on est là, quel sens, pourquoi on est là, c'était quoi le sens, pourquoi Pascal Papé il est en Nouvelle-Zélande, pourquoi il est ça fait 4 mois qu'il n'a pas vu sa famille et ses 3 garçons. Et en fait, c'est tout ça aussi qui, à un moment donné, doit revenir en face pour toujours laisser l'objectif vraiment visible. Et puis, derrière, on a pris les clés du camion, comme on dit dans le milieu. Alors, encore une fois, en toute intelligence avec le sélectionneur. On sait responsabilité. On a travaillé, nous, sur la stratégie. On a fait des groupes où chacun était important. Même les 7 joueurs qui n'étaient pas sur la feuille de match étaient importants parce qu'ils avaient un rôle d'analyse et un rôle de sparring partner que s'ils ne le faisaient pas bien, forcément, nous, on allait être moins performants. Et en fait, on a mis vraiment toutes nos énergies pour une chose, c'est l'équipe. Et tout notre potentiel, tout notre savoir-faire, on l'a mis pour l'équipe. Et derrière, comme vous avez dit, on fait un match exceptionnel contre les Anglais, mais encore une fois, c'est les Anglais. Voilà, on les aime pas, comme avait dit Marc Liromont. Donc, c'est toujours plus facile de se motiver contre les roast beef. Voilà. Alors, j'ai Pascal là-bas qui dit on va bouffer les roast beef. Ah, on va bouffer les roast beef, c'est ça. Et puis on les aime pas en plus. Et puis voilà. Eux non plus. Ça fait de toute façon, c'est historique. Hein, voilà. Depuis toujours, on les aime pas. Et voilà. Et finalement, ce qui est énorme dans cette aventure, c'est que on a vécu, en fait, je le disais tout à l'heure, des émotions qui sont complètement différentes. Sentiment de honte, et derrière la fierté. On a été accueillis en France par 20 000 personnes au Trocadéro, etc. Donc en fait, c'est des émotions qu'on a vécues, mais qu'on a fait bouger, en fait. C'est nous qui avons, avec nos actions, avec ce qu'on a produit, avec notre réaction, notre réflexion, on a produit des choses qui ont fait que c'est une aventure qui est aujourd'hui qui est exceptionnelle. Ça fait 10 ans au mois de novembre. On s'est tous retrouvés. Et, ce qui est sûr, c'est que ça marque à vie parce qu'on a vécu. On était que 30 là-bas finalement contre tout un pays. Nouvelle-Zélande, en plus, il faut remettre dans le contexte. Rappelez-vous, marée noire, tremblement de terre, pays
pays quasiment en déficit. Enfin bref, imaginez si... D'ailleurs, l'arbitre, je pense qu'il l'a bien pris en considération parce qu'il voilà, il s'est dit, lui, je ne vais pas faire un drame national, mais voilà, c'était une aventure qui était voilà, hors du commun, qu'on vit, que moi, personnellement, j'ai vécu qu'une fois, mais qui m'a permis derrière voilà, d'être peut-être certainement meilleur. Ben, je pense qu'on a tous appris ça. J'ai une question, vas-y. Pascal, parce que tu es trop humble, je pense. Et comment on fait, parce que tu dis que tu as commencé à 8 ans, parce que c'est un peu de boulot quand même. Tous les jours, il y a un peu parce que tu parles pas de tout ça, l'entraînement, tu parles de tout ce qui est à côté, effectivement. Il y a quand même un peu d'entraînement, il y a quand même un peu de sacrifice, je pense à la famille notamment. Comment tu fais ça au quotidien? Parce que même quand tu joues jusqu'à 30, 35 ans, 37, pas mal. Comment tu fais? Même à 37 ans, tu te lèves le matin, il faut que tu ailles à l'entraînement, il faut que tu soulèves du poids, il faut que tu fasses... Tu fais quoi? Parce que c'est pas facile quand même, ça paraît évident là, ce que tu dis comme ça vite fait, ouais. mais un champion quel qu'il soit, même s'il joue sur le banc, il faut qu'il se sorte. Après, je suis pas un cas à part, moi je pense que voilà, ça fait partie de ma vie. Oui. Et le rugby, ça a été, comme vous avez pu le lire dans mon livre, c'était mon ballon d'oxygène à moi. Et donc forcément... il fait partie de mon éducation, donc c'est quelque part c'était ma façon de vivre, c'était d'être au rugby, de manger rugby, dormir rugby, vivre rugby. En plus, quand on est petit, forcément avec les copains, il se crée des choses. Encore une fois, je reviens sur l'école de rugby, mais qui sont incroyables et qui vous forment en tant que jeune homme et puis adulte derrière. Donc voilà, évidemment, c'est des concessions, évidemment, c'est des choses qui sont dures, qui demandent vraiment un don de soi permanent, mais quand vous aimez faire ce que vous faites, finalement, puis c'est encore une fois revenir aussi à la réalité, c'est de se dire quelle chance j'ai aujourd'hui de pouvoir jouer au rugby, d'en faire mon métier, d'être en bonne santé, de vivre des choses incroyables. Même s'il y a de la pression, on vit des choses incroyables. Je ne suis pas comme les autres et ça c'est une chance parce que quelque part c'est des choses que je vais pouvoir aussi raconter à mes enfants, leur transmettre un peu tout ce que j'ai appris. Et donc forcément quand on remet toujours ça sur le devant, c'est toujours plus facile. Et moi je me suis toujours fixé un truc, c'est de me dire le jour où j'arrive à l'entraînement où j'ai plus la banane, ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Et moi quand j'allais à l'entraînement, j'allais au rugby, dans ma passion, j'allais pas au travail, quoi. Et donc ça, pour moi, c'était mon leitmotiv, c'était ça. C'était de me dire, aujourd'hui, je me lève pour aller courir après un ballon. Alors oui, des fois, il n'y a pas le ballon, il faut courir, faire du physique, et ça, c'est moins drôle. Mais on se dit toujours, j'avais un copain qui disait, alors c'est pas drôle, il disait, on est quand même mieux là qu'en prison. Hein. Donc, lors des séances de physique. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Alors moi, ce que j'ai retenu de vos deux interventions, c'est plusieurs valeurs. L'apéro, on y viendra après. La volonté, l'excellence, le dépassement de soi, je dirais, et l'amour du rugby, du métier. Pour parler de ça, je vous propose d'accueillir aujourd'hui le deuxième Pascal, tu me pardonneras. Mais pour clôturer un peu cet échange, Pascal Chaplon.